Il était presque minuit à Ouagadougou lorsque Ibrahim Traoré, assis seul dans son bureau, fixait intensément la carte de l'Afrique épinglée au mur. La lueur faible d'une lampe suspendue projetait des ombres sur son visage fatigué, mais ses yeux ne perdaient pas leur fermeté. Il avait affronté des généraux corrompus, des trahisons internes, des pressions extérieures, mais rien, absolument rien, n'aurait pu préparer son cœur à ce qui allait se passer cette nuit silencieuse. La porte s'ouvrit lentement. C'était une jeune soldate de la garde présidentielle, visiblement nerveuse. Elle tenait une enveloppe froissée entre ses deux mains. « Pardon de vous déranger si tard, monsieur le président. Mais ceci a été laissé par un enfant à la grille. Il a dit que c'était urgent. Et que vous comprendriez. » Traoré fronça les sourcils, prit l'enveloppe et l'examina. Du papier Kraft, vieux, sans expéditeur, scellé avec un petit morceau de ruban rouge décoloré. Il prit une profonde inspiration avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une feuille de cahier déchirée avec des lettres maladroites écrites au crayon. « Monsieur le Président, je m'appelle Ismaël. J'ai 10 ans. Ma mère est morte quand des mauvais soldats sont entrés dans notre village. Depuis, je vis seul. J'ai vu à la télé que vous êtes bon. Je ne veux pas de jouets. Je veux juste que personne d'autre ne soit comme moi. Je crois en vous. N'abandonnez pas. » Traoré resta figé. Ses yeux s'assombrirent comme si un éclair avait traversé sa poitrine. Les mots de l'enfant perçaient comme des balles silencieuses. Ce n'était pas qu'une lettre. C'était un cri, une supplication, un miroir de la douleur de milliers de personnes. Lentement, il baissa la feuille, posa ses mains sur son visage, et pendant quelques minutes, il ne fut plus le président. Il était juste un homme, un fils de l'Afrique. Et à cet instant, il pleura. Mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. C'étaient des larmes de celui qui porte le poids d'un peuple sur ses épaules. Les larmes de celui qui sait qu'il n'a pas le droit d'échouer. Des heures plus tard, le ciel était encore sombre. Mais la ville commençait à s'éveiller. Ibrahim Traoré était déjà debout, en uniforme, avec la lettre d'Ismaël soigneusement pliée dans la poche de sa poitrine. Il descendit les escaliers du palais, comme un homme investi d'une mission. Rassemblez le cabinet maintenant. Et apportez-moi les rapports de tous les villages déplacés de la zone Est. Nous commencerons par là. Alors que le jour se levait, les ministres, encore ensommeillés, se réunirent. Ils s'attendaient à une réunion ordinaire. Mais ils trouvèrent le président debout, la voix tremblante et les yeux enflammés. « Cette nuit, j'ai reçu la lettre la plus importante de ma vie, » commença-t-il en sortant la feuille de sa poche. « Elle n'est pas d'un ambassadeur, ni d'un général. Elle vient d'un enfant orphelin. Une lettre simple, mais qui vaut plus que tous vos rapports. » Il la lut à haute voix. Personne ne bougea. Personne ne cligna des yeux. Lorsqu'il eut fini, il fixa ses ministres. Le peuple n'a pas besoin de discours. Il a besoin d'action. Aujourd'hui, nous irons dans la zone Est. Je veux regarder ces enfants dans les yeux, sentir la poussière sous mes pieds, et savoir qui dort en paix et qui est oublié. Silence. L'un des ministres tenta de se lever pour protester. Mais il s'arrêta en croisant le regard de Traoré. Ce n'était plus une suggestion. C'était un appel. Quelques heures plus tard, des hélicoptères décollèrent en direction de la province de Tapoa. À bord, des médecins, des ingénieurs, des soldats, des journalistes. Et Traoré, assis à côté du pilote, tenant fermement la lettre d'Ismaël. Lorsqu'ils arrivèrent, une foule les attendait. Beaucoup ne savaient pas ce qui se passait. D'autres n'en croyaient pas leurs yeux. Le président là, en chair et en os. Parmi eux, Traoré descendit de l'hélicoptère et ne se dirigea pas vers une tente de cérémonie. Il marcha directement vers la partie la plus dévastée du camp de réfugiés. Des enfants en vêtements déchirés, des femmes aux yeux secs à force de pleurer, des hommes essayant de préserver leur dignité au milieu de la poussière et du silence. Et là, il le vit. Un garçon assis seul, serrant un morceau de tissu contre lui. Des cheveux couverts de poussière, de grands yeux perdus. Était-ce lui? Traoré s'approcha lentement. « Ismaël ?» Le garçon leva la tête. Il le regarda, méfiant. Puis, lentement, il hocha la tête. Le président s'agenouilla. Il sortit la lettre de sa poche et la montra au garçon. « J'ai lu ta lettre. Et elle a tout changé. » Ismaël ne répondit pas. Ses yeux se remplirent de larmes, mais aucune ne coula, jusqu'à ce que Traoré ouvre grand ses bras. Alors, le garçon se précipita. Il sauta dans ses bras. Il pleura. Et, pendant de longues minutes,
Personne ne dit un mot. Les journalistes éteignirent leurs caméras. Les soldats baissèrent leurs armes. Et le pays entier, plus tard, en voyant cette scène à la télévision, comprit que quelque chose de profond venait de se produire. Dans les jours qui suivirent, Traoré ne rentra pas dans la capitale. Il dormit dans des camps, mangea la même nourriture que les déplacés, écouta des histoires de deuil, d'abus, d'abandon, mais aussi des histoires de survie, de foi et d'espoir. Là-bas, à Tapoa, il créa le Plan Ismaël, un programme d'urgence pour la reconstruction sociale, destiné aux orphelins de guerre, aux veuves, aux déplacés et aux communautés oubliées. Des écoles improvisées furent construites en une semaine. Des cliniques mobiles arrivèrent au milieu de la nuit. Des camions chargés de nourriture et d'eau traversèrent des kilomètres de terres arides. Mais ce n'était pas tout. La lettre devint un symbole. Des copies du message d'Ismaël furent imprimées et envoyées dans toutes les écoles du pays. Les enseignants demandaient aux élèves d'écrire leurs propres lettres. Et la voix des enfants, jusque-là ignorée, commença à façonner les politiques publiques. Lors d'une réunion avec des dirigeants internationaux, lorsqu'on l'interrogea sur les chiffres de l'économie, Traoré répondit « Je ne gouverne pas avec des tableaux, je gouverne avec des lettres. » Et la plus importante a été écrite au crayon, sur un papier déchiré, par un garçon qui voulait seulement que plus personne ne souffre comme lui. Cette réponse devint virale. Les gros titres des journaux proclamaient « Le président qui a écouté un enfant change le destin d'une nation ». Des gens d'autres pays commencèrent à écrire des lettres eux aussi. Des lettres de soutien, de demande d'aide, de gratitude. Pendant ce temps, Ismaël fut inscrit dans la première école construite grâce au fonds du plan. Lors de l'inauguration, tout le monde s'attendait à ce que Traoré prononce un discours. Mais il se contenta de donner un nouveau crayon à Ismaël et dit « Avec ceci, tu as changé un pays. Maintenant, utilise-le pour écrire l'avenir. » Et le garçon sourit. Au fil des mois, l'impact de la lettre d'Ismaël dépassa les frontières du Burkina Faso. L'image du garçon dans les bras du président devint une icône sur tout le continent. Dans les radios communautaires, dans les coins des villages les plus reculés, sur les réseaux sociaux des jeunes de la capitale, tout le monde commentait « Traoré a écouté un enfant, et il a agi comme un père de la nation. » Ce n'était plus de la politique, c'était spirituel, c'était viscéral. C'était une révolution silencieuse née d'un bout de papier sale et de la douleur d'un orphelin. Mais, comme pour tout changement véritable, des résistances émergèrent. Des généraux démis de leurs fonctions, des hommes d'affaires corrompus et même des dirigeants étrangers commencèrent à voir le plan Ismaël comme une menace à l'ancien ordre. Ils ne supportaient pas de voir un chef d'État s'agenouiller devant un enfant pauvre. Ils ne pouvaient pas digérer l'idée que des écoles, des cliniques et des centres culturels soient construits sans appel d'offres millionnaires, sans pot de vin, sans jeu politique. C'était un nouveau type de leadership, vulnérable, courageux, implacable face à l'injustice. Par un après-midi étouffant, Traoré reçut un rapport confidentiel des services de renseignement. Une réunion secrète avait eu lieu entre 3 généraux à la retraite et un homme d'affaires français qui contrôlait une partie de l'infrastructure logistique du pays. Il tentait de saboter le plan Ismaël, de répandre des rumeurs de détournement de fonds et même de financer des mouvements locaux pour accuser le président de populisme bon marché. Traoré lut le rapport en silence. Puis, il leva les yeux et dit à son conseiller « Ils veulent me faire tomber parce que je me suis agenouillé devant un enfant. Mais eux s'agenouillent tous les jours devant l'argent. Et je ne suis pas né pour me prosterner devant la cupidité de qui que ce soit. » Ce même soir, il apparut par surprise dans une émission de radio populaire, sans équipe de communication, sans script. « J'ai entendu dire qu'on raconte que j'utilise les enfants pour faire de la politique. Alors, je veux dire ceci en direct. Je serais prêt à utiliser mon propre corps comme pont si cela pouvait aider un orphelin à traverser la rivière de l'injustice. » Ces mots fendirent l'air, et dès la semaine suivante, les voix dissonantes commencèrent à reculer. Le peuple avait déjà choisi son camp. Et ce n'était pas celui des bureaux climatisés, mais celui des champs de terre rouge, où les enfants pouvaient désormais courir libres et nourris. Pendant ce temps, Ismaël grandissait. Et avec lui, grandissait aussi la flamme qu'il avait allumée dans des millions de cœurs. Le garçon n'était plus seulement un symbole. Il était désormais un exemple vivant. Il commença à écrire de petites histoires,
aidés par des enseignants bénévoles. L'une d'elles s'intitulait « L'enfant qui écrivait avec la faim ». Il y racontait avec simplicité comment, avec un vieux crayon, il essayait d'écrire même quand son estomac lui faisait mal. Cette histoire fut publiée dans des journaux étudiants à travers le pays. Et plus tard, lors d'un congrès sur l'éducation au Ghana, Traoré en lut un extrait, émouvant des éducateurs de tout le continent. C'est lors de ce même congrès qu'il fit une proposition audacieuse. Créer l'Alliance africaine des voix oubliées, un pacte entre les pays pour prioriser les politiques en faveur des enfants vulnérables, sur le modèle du plan Ismaël. Plusieurs dirigeants applaudirent, d'autres hésitèrent. Mais lorsqu'ils virent Traoré descendre de la tribune pour embrasser Ismaël devant tout le monde, ils comprirent que cet homme n'était pas seulement un politicien. Il était un rédempteur du destin africain. De retour au Burkina Faso, le mouvement ne faisait que croître. Les jeunes commencèrent à former des clubs Ismaël dans les écoles et les quartiers. Leur objectif ? Écrire des lettres avec des demandes, des suggestions et des dénonciations à envoyer directement au cabinet du président. En 6 mois, plus de 120 000 lettres arrivèrent. Traoré fit construire un centre dédié uniquement à leur lecture. Il engagea des psychologues, des assistants sociaux, des éducateurs. Et il déclara « Si l'État n'écoute pas les enfants, il est sourd. S'il ne ressent pas leur douleur, il est mort à l'intérieur. Ces lettres seront notre nouveau Parlement. » Mais le tournant, le moment où le monde s'arrêta, fut lorsqu'Ismaël lui-même fut invité à s'exprimer devant l'Assemblée nationale du Burkina Faso, un jour symbolique, le jour de l'indépendance. Tout le monde s'attendait à un discours bref, timide. Mais le garçon, d'une voix ferme, déclara « J'ai perdu ma mère, mais j'ai gagné un peuple. J'étais juste un garçon triste. Aujourd'hui, je suis un fils de la patrie. Le président m'a écouté. Maintenant, j'écoute les autres enfants. Et je sais que nous pouvons changer encore plus, beaucoup plus. » Applaudi debout, Ismaël descendit de la tribune, s'approcha de Traoré, assis au premier rang, et lui tendit un nouveau mot. Cette fois, écrit à l'encre, sur un papier propre, soigneusement plié. Une seule phrase. « Merci de ne pas m'avoir ignoré. » Traoré serra le papier contre sa poitrine, se leva et serra le garçon dans ses bras, là, en direct à la télévision nationale. Des larmes coulèrent en silence. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était celles d'une mission accomplie, d'un destin scellé. Mais l'histoire réservait encore un dernier rebondissement. Le lendemain matin, un groupe de généraux à la retraite tenta de déclencher un soulèvement armé. Ils menacèrent de prendre des stations de radio, envoyèrent des troupes secrètes à la frontière et, dans des messages anonymes, promirent de restaurer l'ordre perdu. Le peuple l'apprit et répondit, mais pas avec des armes. Des milliers de personnes descendirent dans les rues avec des pancartes, pas avec des slogans partisans, mais avec des copies de la lettre d'Ismaël. Jeunes, vieux, mères avec des bébés dans les bras. Tous répétaient une phrase devenue un cri national. Personne ne lâche la main d'Ismaël. Les troupes hésitèrent. Certains soldats refusèrent d'obéir. D'autres se joignirent aux manifestants. En moins de 24 heures, le soulèvement fut étouffé, pas par la force, mais par la conscience. Ce jour-là, dans un discours en direct, Ibrahim Traoré apparut aux côtés d'Ismaël, vêtu cette fois d'un nouvel uniforme, pas militaire, mais africain, orné de broderies traditionnelles. Il regarda la caméra, son peuple, et dit « Lorsque je suis devenu président, j'ai juré de protéger ma patrie, mais j'ai découvert que la patrie peut aussi protéger son président. Pas avec des balles, avec de l'amour. Avec la vérité, avec la justice. Cette révolution n'a pas de chars, elle a des crayons. Elle n'a pas de généraux, elle a des enfants. Et ce sont eux qui écriront notre histoire. » Le pays entier explosa en applaudissements. Pour la première fois depuis des décennies, le Burkina Faso faisait la une, non pas pour des tragédies, mais pour de l'espoir, pour un garçon, pour une lettre, pour un président qui avait osé s'émouvoir. Et cette même année, lors d'une cérémonie publique sur la place de l'Unité africaine, une sculpture fut érigée. Elle représentait un enfant tenant un crayon, et à ses côtés, un homme agenouillé, la main posée sur son épaule. La plaque indiquait « Ici a commencé l'avenir ». Des années plus tard, lorsqu'on demanda à Ismaël ce qu'il voulait devenir quand il serait grand, il sourit et répondit « Je ne veux pas être président, je veux être comme lui ».
Et il pointa du doigt le monument de pierre, où Ibrahim Traoré restait immortalisé, non pas comme un héros de guerre, mais comme l'homme qui avait entendu le cri d'un enfant. La lettre qui avait tout déclenché fut conservée dans un coffre de verre, au cœur du palais. Et là, des visiteurs du monde entier lisaient, les larmes aux yeux, la preuve vivante qu'une nation entière peut renaître, grâce à un crayon et à un cœur.